La semaine dernière, l'une des sociétés les plus influentes du monde du divertissement, qui n'est autre que Netflix, a dévoilé des résultats à couper le souffle. Une augmentation spectaculaire du nombre d'abonnés, une croissance fulgurante du chiffre d'affaires et une amélioration remarquable de ses marges bénéficiaires. Pourtant, alors que les chiffres semblent peindre un tableau de succès éclatant, le marché a réagi d'une manière totalement inattendue. L'action s'est effondrée de 9% en une seule journée, semant le doute et l'étonnement parmi les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui a pu causer cette réaction brutale ? Eh bien, découvrons ensemble ce que l'avenir pourrait réserver à ce géant du streaming. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est parti, on va analyser l'entreprise Netflix et on va commencer par déjà ce que nous ont dévoilé les gérants de cette entreprise. Donc, j'ai récupéré ce document directement sur leur site des relations investisseurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ? Déjà, comme on peut le voir, par rapport à l'année dernière, le chiffre d'affaires qui est juste ici de la société a progressé, passant de 8 milliards au Q1 2023, 8 milliards 100 à 9 milliards 371. Donc ce qui est nickel. Ce qui représente ici une augmentation de quasiment 15%. Donc c'est tout simplement énorme. Ensuite, regardez, au niveau de ces marges bénéficiaires, on était aux alentours des 21% au premier trimestre 2023, cette année 28%. Encore une fois, une augmentation de 7% des marges, donc de 1 tiers, c'est exceptionnel. Maintenant, au niveau de son bénéfice par action de 88 dollars au Q1 2023, ce trimestre 5,28 $, c'est parfait. Maintenant, au niveau de son nombre d'abonnés, regardez bien, il était de 232 millions d'abonnés au premier trimestre 2023 et ce trimestre, il est passé à quasiment 270 millions d'abonnés payants. Ce qui représente ici une augmentation de 16%. Donc là, c'est tout simplement fabuleux. Et enfin, comme on peut le voir ici, l'entreprise, au niveau de son nombre d'actions, qui petit à petit les réduit. Donc ça, c'est nickel. Ça veut tout simplement dire que vous, en tant qu'investisseur, c'est une entreprise qui ne vous dilue pas. Donc c'est vraiment ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Donc maintenant, comment Netflix va pouvoir améliorer son avenir ? Elle va pouvoir le faire autour de 3 grands axes. Le premier, ça va être déjà de conserver et d'améliorer son catalogue, c'est-à-dire toujours réaliser de meilleurs films, de meilleures séries, etc. Ensuite, le second axe, ça va être d'accroître son nombre d'abonnés. Donc là, comme on peut le voir, c'est le cas. Donc son but, c'est vraiment de l'accroître d'année en année. Et ensuite, le troisième axe sur lequel elle va pouvoir progresser, ça va être d'augmenter le revenu par abonné. Et là, je vais vous montrer un tableau là juste en dessous qui est relativement intéressant à voir, qui révèle aussi les différents abonnés, combien il y a d'abonnés en fonction des différentes zones ici géographiques. Donc là on est au niveau des États-Unis, du Canada, ici de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, ici de l'Amérique latine et ici de l'Asie-Pacifique. Et donc comme on peut le voir ici, donc déjà que ce soit pour les États-Unis et le Canada, il y a une augmentation de son nombre d'abonnés. Ça c'est cool. De plus, regardez bien, juste ici, voilà, ça c'est le revenu moyen que paye un abonné. Et là, comme on peut le voir, il est aussi en augmentation, ce qui correspond à une augmentation ici là de 7% par rapport à l'année dernière. Donc ce qui est nickel. Si on regarde aussi maintenant au niveau de l'Europe, toujours une croissance de son revenu, ça c'est nickel. Le nombre d'abonnés qui est toujours aussi lui en croissance, forte croissance, beaucoup plus importante que pour les États-Unis et le Canada. Et pareil, au niveau de son revenu par abonné qui augmente. Par contre, d'une manière bien moins spectaculaire que pour les États-Unis et le Canada. Et ensuite, ici, les marchés émergents, l'Amérique latine, et pareil pour l'Asie-Pacifique. Donc là, comme on peut le voir pour l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, le tableau est un peu plus sombre. On peut voir que le nombre d'abonnés, lui, croît toujours. Donc ça, c'est nickel. Donc ici et là. Et d'une manière relativement soutenue. En revanche, au niveau de son revenu par abonné, là on peut voir qu'il y a eu un déclin par rapport à l'année dernière. Donc voilà, ça c'était les quelques chiffres que nous ont dévoilés les dirigeants qui sont relativement intéressants.
Maintenant, du coup, on va retourner sur notre outil pour voir déjà au niveau des fondamentaux de l'entreprise, est-ce qu'elle est bonne. Donc rapidement, toujours une croissance ici de son chiffre d'affaires, nickel. Une croissance de son résultat net, parfait. Et une croissance de son free cash flow, c'est ce qu'on aime voir. L'entreprise est toujours en phase d'expansion. Ensuite, elle rachète, comme on a pu le voir, ses actions, donc pas forcément beaucoup ici, moins de 1% au cours des 5 dernières années. Mais au moins, vous, en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas dilué. Donc c'est un bon point. Ensuite, au niveau des indicateurs de rentabilité, comme on peut le voir ici, que ce soit le ROA, ROE ou ROIC, on veut qu'il soit supérieur à 12%. Bon, c'est pas forcément le cas pour le ROA ou le ROIC là, sur 5 ans, mais on n'est pas loin. Et de plus, l'entreprise Netflix est une entreprise relativement, pas forcément jeune, mais en tout cas qui est en pleine phase de croissance, d'expansion, et donc qui réinvestit énormément d'argent. Donc c'est normal, entre guillemets, que ces indicateurs de rentabilité soient relativement faibles encore. Mais on est quand même supérieur, aux alentours des 12%, avec un ROE ici de 26%, c'est nickel. Je ne serais pas étonné, je serais même surpris en fait que l'entreprise Netflix n'augmente pas ses différents indicateurs de rentabilité au fil du temps. Cependant, le seul point noir qu'il y a ici, c'est au niveau de la dette. Comme on peut le voir ici, elle ne semble pas maîtrisée. Il faudrait un peu plus de 13 années à l'entreprise pour rembourser sa dette long terme. Après, pourquoi il faut autant de temps à l'entreprise? Comme on peut le voir ici, regardez au niveau de son free cash flow. Au cours des 5 dernières années, il était de 1,44 milliard. Et cette année, il est passé à 7 milliards. Donc je vais aller directement ici sur le free cash flow, ça se verra un peu mieux. Donc voilà. Donc vous avez la moyenne ici, et là c'est le free cash flow en fonction des différentes années. Donc comme on peut le voir, pendant très longtemps, le free cash flow ici était négatif jusqu'à 2019. Il est devenu positif en 2020, de nouveau négatif en 2021, et depuis 2022 et 2023, le free cash flow est positif. Et comme on peut le voir, surtout ici, entre 2022 et 2023, il y a eu une forte augmentation du free cash flow. Et donc la question à se poser, c'est est-ce que ces 7 milliards-là qu'a réalisé l'entreprise cette année, elle va être capable de les réitérer les années prochaines? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, la dette de Netflix est complètement maîtrisée. Cependant, si elle n'arrive pas à réaliser ce free cash flow là de 7 milliards et qu'elle retombe dans ces travers là de 1,5 milliard environ ou même 2 milliards, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que la dette de l'entreprise est maîtrisée. Donc, comme ça, de prime abord, on peut se dire que, l'entreprise Netflix est plutôt bien gérée, et il faut bien comprendre aussi que réaliser du contenu et pareil, déployer des infrastructures pour permettre d'héberger ce contenu, ça coûte relativement cher. Donc, c'est pour cette raison, principalement, que l'entreprise Netflix est relativement endettée actuellement. Maintenant, au niveau des analystes, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Comme on peut le voir ici, ils s'attendent à une énorme augmentation de son bénéfice par action. Il serait ici là de 16 $ par action en décembre 2024 pour passer à 33 $ par action en décembre 2028. Donc en 4 années, il ferait un x2. Donc ce qui est énorme. De toute façon, on peut le voir ici avec sa croissance là, qui est supérieure en moyenne à 20% annualisé. Et maintenant, au niveau de son chiffre d'affaires, ils s'attendent à ce qu'il passe ici de quasiment un peu plus de 39 milliards en décembre 2024, jusqu'à 56 milliards en décembre 2028. Ce qui correspond ici à une croissance, on doit être annualisé aux alentours des 10 à 11% probablement. Ok. Donc comme on peut le voir, je vais juste regarder à quoi pourraient correspondre les marges de l'entreprise en 2028. Donc pour ça, on va utiliser juste une calculatrice. Donc pour les calculer, ça va être très simple. On va prendre ici le bénéfice par action, donc qui est de 33,44, qu'on va multiplier par le nombre d'actions qui est en circulation. Donc qui est juste ici, 444,04. 444,04. Donc ça, 14 848 millions, ça correspond au résultat net de l'entreprise en 2028. Donc ça correspond à 14 milliards, 14,8 milliards de résultats nets. Si je fais 14,8 milliards divisé par, du coup, ce que pensent les analystes de son chiffre d'affaires ici en 2028, qui est de 56 milliards,
on serait aux alentours, donc x 100, on serait aux alentours des 26%. C'est-à-dire que les marges nettes de l'entreprise pourraient tourner aux alentours des 26% en 2028 par rapport à ce que pensent les analystes. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui va nous permettre de calculer un prix d'achat idéal pour, au minimum, faire comme le marché. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc maintenant, moi, j'ai réalisé, du coup, en étant un investisseur long terme, déjà, on va réaliser, nous, des estimations sur 10 années. Et je vous ai mis ici 3 types d'estimations. Des estimations relativement pessimistes, on va dire, des estimations réalistes et ici des estimations optimistes. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc moi je suis parti sur du 6, 9 et 12. Donc, comme on l'a vu, ils s'attendent là au cours des prochaines années à une croissance annualisée probablement autour des peut-être 11%. Cependant, c'est au cours des 4 prochaines années qu'ils s'attendent à ça. Et il est bien important de comprendre que plus l'entreprise va faire croître son chiffre d'affaires, plus il sera compliqué d'avoir une croissance du chiffre d'affaires importante. Parce que vous comprendrez facilement que c'est bien plus simple de faire 15% de croissance lorsque votre chiffre d'affaires est à 1 million que d'en réaliser 15% de croissance quand votre chiffre d'affaires est à 1 milliard. Donc c'est pour cette raison que ici j'ai mis un résultat un peu plus faible aux alentours des 9% annualisés de croissance. Maintenant au niveau des marges, comme on a pu le voir ici là, les marges nettes de l'entreprise étaient de 16% cette année et au cours des 5 dernières années ils étaient aux alentours des 14%. Mais comme on a pu le calculer, les analystes s'attendent eux à des marges de, alors combien on avait dit, 26 c'est ça, voilà, aux alentours des 26% à horizon 2028. Donc moi pour ma part, j'ai mis du 18, 22, 26 parce que l'entreprise avant d'arriver en 2028 ne réalisera pas déjà ces 26%. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis des marges nettes un peu plus faiblardes. Maintenant au niveau des marges sur le free cash flow, comme on peut le voir, le free cash flow a été longtemps ici négatif. Donc c'est sa moyenne là de moins 0,2% au cours des 10 dernières années. Au cours des 5 dernières années, on est à 5% et cette année 20%. Donc là, c'est un peu plus compliqué d'estimer les marges sur le free cash flow de l'entreprise. Si elle arrive à réitérer ce qu'elle a fait au cours des dernières années, dans ce cas-là, il y a de très grandes chances que les marges sur le free cash flow soient supérieures aux marges nettes au cours des prochaines années. Cependant, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, ça sera l'inverse. Donc pour ma part, je pars du postulat que l'entreprise réalisera une marge sur le free cash flow plus importante que ses marges nettes. Donc je suis parti sur du 20, 24 et 28. Maintenant au niveau du PER et du PCF. Comme vous le savez, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un PER moyen entre 15 et 16. Et nous, on va pouvoir l'ajuster en fonction de 2 métriques. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires ? Comme on peut le voir ici, on tourne aux alentours des 9 à 10%, c'est pas dégueulasse. Donc là déjà l'entreprise mérite un petit premium. Ensuite le second indicateur c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis. Comme on peut le voir ici, l'entreprise a un ROIC là, donc depuis 5 ans aux alentours on va dire des 12% et cette année à 13%. Et en plus qui augmente d'année en année. Donc là oui, clairement l'entreprise utilise à bon escient l'argent qu'elle possède et donc du coup elle mérite ce premium. Donc pour ma part, moi je pense que Netflix mérite un PER et un PCF moyen dans 10 ans d'au minimum 20, 22 et 24. Ensuite pour le rendement que je souhaite, pour l'instant on va mettre juste du 9%, ce que pourrait faire un indice de référence. On analyse tout ça et ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, si vous pensez aux estimations hautes, vous pouvez acheter l'entreprise à son prix actuel là, de 555. Si vous croyez aux estimations moyennes, dans ce cas-là, si vous vous fiez aux marges sur le free cash flow, vous pouvez l'acheter aujourd'hui. Si vous vous fiez aux résultats nets, on serait un petit peu trop surévalué actuellement, mais pas tant que ça. Ça correspondrait ici à une différence de 517 divisé par 555 de 7%. Il faudra attendre juste que l'entreprise baisse de 7% et là vous pourriez rentrer en position. En revanche, si vous pensez que les estimations basses se réaliseront, dans ce cas-là, vous devez encore attendre pas mal de temps que l'entreprise baisse pour atteindre des ratios entre 315 et 350 $. Maintenant, le problème, c'est que je ne vous conseille pas de réaliser des rendements de 9% annualisés.
Parce que dans ce cas-là, si c'est votre but, eh bien autant investir dans un indice qui est beaucoup moins risqué que de réaliser ici, nous, du stock picking, donc du choix d'action. Donc pour ma part, moi je mets au minimum du 12, 13,5 et 15. Après vous, ça c'est en tant qu'investisseur, c'est à vous de définir quel rendement vous souhaitez réaliser. Peut-être qu'un rendement ici pour Netflix de 10%, ça vous suffit. Peut-être que 11 aussi. Peut-être qu'à contrario, il vous faut du 20. Mais ça, c'est à vous en tant qu'investisseur de choisir ce qui vous convient le mieux. On analyse tout ça et qu'est-ce que ça nous donne? Et ben voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, en fixant moi mes marges de sécurité, je trouve que l'entreprise est actuellement surévaluée. Donc pour ma part, moi je vais ajuster ici mon prix d'achat sur ma watchlist. Je vais l'ajouter à 400 $. Hop, voilà. Et donc, probablement que si la action de cette entreprise descend à 400 $, donc ce qui n'est pas impossible, hein, ça correspond aujourd'hui à... Voilà, ça correspond à une perte encore de 28%, donc ce qui peut être réalisé très rapidement. Si vous pensez que ce n'est pas possible, regardez tout simplement l'action Meta il y a encore quelques mois. Donc pour ma part, Netflix est une entreprise que j'apprécie. Ce que j'aimerais bien, c'est continuer à voir que le free cash flow de l'entreprise est toujours important et qui va se stabiliser et surtout pas se stabiliser mais augmenter à partir des 7 milliards qu'elle avait réalisés. Et si je vois ça et qu'en plus l'entreprise perd en valorisation, et bien dans ce cas-là, je commencerai à rentrer en position parce que c'est une entreprise que j'apprécie. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette entreprise. Est-ce qu'elle mérite de descendre autant et toi surtout à quel prix tu serais prêt à l'acheter. C'était Maxime. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!